lorsqu'il s'est agi de la nomination du Premier ministre, Joseph Kabila, président de la République, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'on l'appelle président de la République, illégitimité qu'on sort, mais constitutionnellement, il doit continuer à travailler jusqu'à ce que la CENI nous permette d'élire un autre président de la République. S'il vous plaît. Laisse parler Harold. Même 20 ans, si vous le voulez. Heureux et ravi de vous retrouver pour vous entretenir de l'actualité de ce début de semaine avec nos confrères qui sont ici sur place. Nous allons parler notamment du 29e sommet de l'Union africaine, de la mise en place du CNSA, peut-être également du communiqué de la MONUSCO et des mesures disciplinaires au sein de l'UDPS. Pour vous entretenir de l'actualité, aujourd'hui, nous avons à ma droite Louis-France Koussekissa. Bonjour Louis-France. Bonjour confrère. Harold Badibanga va nous rejoindre sur ce plateau. Et à ma gauche, j'ai Freddy Mwamba de RTVS 1. Bonjour Freddy. Bonjour Adelin. Et Eric Wemba du journal Le Phare. Le président de la République qui s'était distingué lors des festivités du 30 juin en ne présentant pas son discours traditionnel à la nation pour cause de maladie, est rétabli et il a d'ailleurs, il prend part actuellement au 29e sommet de l'Union africaine, un sommet axé notamment sur les réformes au sein de l'organisation et un sommet qui va également parler des dividendes que le continent doit tirer de sa jeunesse, donc avenir de ce jeune continent qu'est l'Afrique. Alors Freddy Mwamba, une fois n'est pas coutume, le chef de l'État cette fois-ci n'a pas fait la politique de la chaise vide. Il a finalement assisté à ce 29e sommet de l'Union africaine après avoir été quelque peu perdu sur les radars lors du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je pense qu'il s'est quand même, il a essayé un peu de se mettre en relief par rapport à sa participation. Vous savez bien que le président de la République a observé pendant un certain break. Hein. Il ne se rendait pas souvent à ces genres des rencontres pour des raisons qui lui sont propres, mais il se faisait plus représenté par les ministres des Affaires étrangères. Mais au moins cette fois-ci, nous avons constaté qu'il s'est démerdé pour pouvoir faire ces déplacements-là. Je pense que c'est compte tenu des enjeux politiques de l'ère, avec la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Il y a une campagne que le gouvernement congolais a essayé de mener auprès de certains pays frères africains au sujet de la compréhension de la situation politique dans notre pays. C'était une façon d'essayer de laver l'affront, sur la situation politique et le non-respect des droits de l'homme. Je pense que c'est dans cette logique-là qu'il s'est encore davantage inscrite pour essayer de donner une belle image plutôt qu'un cliché de notre pays. C'est amené là-bas, vous le savez, avec la ministre, son conseiller spécial en matière de violence envers les femmes, Madame Janine Mabunda. Lorsque nous essayons de voir tout simplement la composition de la délégation, on comprend déjà plus vite ce qu'il y a derrière. Ça veut dire laver l'image de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes en train de parler aussi du sommet. C'est un sommet qui devrait être axé fondamentalement sur la prise en compte de la jeunesse, avec cette jeunesse africaine qui va mourir dans les eaux de la Méditerranée en cherchant à se déplacer. Donc mettre en place des politiques endogènes solides pour permettre à ce que les dirigeants africains occupent leur jeunesse et éviter, je pense, éventuellement des migrations, les déplacements de la jeunesse africaine à la recherche de l'Eldorado. Il y a eu aussi cette question, comme nous venions de le dire avant de cette émission en coulisses, cette question du financement de l'Union africaine, une organisation qui est financée plus par la Chine et l'Union européenne. En tout cas, cette contribution
contribution va au-delà même de la moitié même du financement de l'Union africaine. C'est pour ça qu'il a fallu que les chefs de l'État puissent essayer un peu de faire le point sur le mécanisme à mettre en place pour une certaine autonomie financière de toutes ces organisations. Et ils ont opté pour 0,2% des ponctions des tarifs sur les tarifs d'importation des produits non africains qu'on importe ailleurs. Mais il y aura justement des ajustements tarifaires qui seront faits en fonction de chaque constitution des pays pour que ça ne puisse pas entamer les relations avec d'autres partenaires. Parce que tous les pays africains n'ont pas que des partenaires africains, ils ont aussi des partenaires non africains. Ils sont en train d'étudier pour que cela ne fasse pas entorse aussi à l'Organisation mondiale du commerce. Voilà ce qui s'est passé à Addis Abeba, cette présence un peu particulière du président de la République qui ne se rend pas souvent à ce genre de dialogues, des rencontres, pour essayer un peu de donner encore davantage l'impulsion, comme je venais de le dire, à notre diplomatie par rapport à... Éric Wemba, pensez-vous que le déplacement du président de la République à Addis Abeba répond à quelques enjeux de l'heure, notamment ne cherche-t-il pas à solliciter le soutien, encore une fois, de ses homologues face aux velléités de l'Union européenne contre la RDC? Bien évidemment, quand je pense qu'il y a eu un grand sommet mondial où il y avait vraiment un enjeu international pour la République démocratique du Congo, je parle du sommet de Copenhague où Obama était là, où des grandes personnalités du monde étaient là, où la République démocratique du Congo devait faire valoir son côté écologique pour bénéficier des grands financements face au réchauffement climatique. Le président Kabila avait joué aux abonnés absents. Et le fait qu'il soit maintenant au sommet de l'Union africaine me fait réfléchir. Et me fait réfléchir une fois de constater que le président de la République est plus intéressé par son pouvoir que les problèmes du Congo, les problèmes des Congolais. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si Kabila fait les déplacements d'Addis Abeba, chez Okitoun l'avait précédé dans ce sens, c'est justement pour soutenir, pour avoir le soutien de ces autres présidents africains qui, dans leurs pays respectifs, comme des Yadema, des Mugabe, des Kagame, qui ont instauré des monarchies présidentielles, qui sont là, qui, pour eux, l'alternance n'existe pas dans ces pays, pour avoir leur soutien, pour faire face à la pression occidentale qui exige l'alternance ici, à la pression interne. C'est pour cela que le chef de l'État est allé là-bas. Et ce qui est quand même malheureux, je ne vois pas où le ministre Cheo Kitundu est allé là-bas pour avoir le soutien de l'Union africaine contre des sanctions occidentales, des sanctions qui sont d'ordre administratif, qui ne sont pas judiciaires, qui ne touchent que des personnalités, qui ne touchent que des individus, pas un pays. On doit aller à l'Union africaine pour avoir... Mais c'est quoi l'Union africaine? En fait, l'Union africaine, c'est quoi? L'Union africaine telle qu'il est là, comme l'a dit mon voisin des droites, est financée à 80% par l'Union européenne. Alors vous n'êtes qu'une composante de cette Union africaine qui, en termes de rapport de force, ne représente rien face à l'Union européenne. Vous avez un pays 57 ans après l'indépendance, incapable de remplacer ces immondices. Il fallait que l'Union européenne se retire dans ces contrats, dans ces partenariats-là pour voir que la ville de Kinshasa pue aujourd'hui. Alors, un pays qui est incapable va faire face comment? Ici, il y a un problème de rapport de force. Mais je crois qu'il est allé chercher cette solidarité-là des Africains. Mais je pense qu'il est vraiment sur les mauvais draps, ce qui est évident. Harold Badibanga qui vient de nous rejoindre. Bonjour Harold. Bonjour mon frère. Alors, comment expliquez-vous ce déplacement du chef de l'État à Addis Abeba quelques jours après son mutisme constaté lors des festivités marquant le 57e anniversaire du pays à l'indépendance? Merci une fois de plus pour l'invitation. Je suis heureux de renouer avec les différents téléspectateurs de RTVS 1. Et cette absence était due à des préoccupations d'ordre académique qui ne me permettaient pas vraiment d'avoir du temps. Là, je suis là, j'ai renoué. Pour répondre à votre question, écoutez, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il s'agissait du mutisme, comme si au 30 juin ou au 29 juin, la nuit, le président de la République n'a pas parlé. Non. À moins que l'on me dise que passer un message, c'est inévitablement ouvrir sa bouche et parler. Or, en philosophie du langage, tout est langage. Il faut qu'on me dise que le président de la République a parlé d'une manière autre que celle dont il a l'habitude de parler. Parce que lorsque Harold Badibanga vous téléphone, il vous a parlé. Lorsqu'il vous parle de visu, il vous a parlé. Et lorsqu'il vous écrit, il vous a parlé. Mais le communiqué était quelque peu laconique. Le chef de l'État a préféré demander à ses compatriotes
de fêter ou de passer le 30 juin dans le calme et la méditation. Et dire qu'il n'a pas parlé, c'est grave. Moi, scientifique que je suis, me convaincre qu'il n'a pas parlé, c'est m'entraîner sur le plan de la scientifique, donc, mais de partir de ma casquette de scientifique. Je veux que ceux qui abordent cette question disent: nous aurions voulu que le président de la République tienne un discours comme il en a l'habitude. Mais dire qu'il n'a pas parlé, c'est un débat des caniveaux. Ça, c'est de un. De deux, lorsque le président de la République se déplace, il va cette fois-ci au sommet de l'UA. Je ne veux pas entrer dans des polémiques serviles du genre à tel sommet il est parti, à tel sommet il n'est pas parti. Non. Je dis qu'en relation internationale, un État peut être représenté à un sommet, dans une organisation internationale, à une rencontre internationale, par quiconque de cet État, mandaté en bonne et due forme par les institutions de la République. C'est dire qu'à ce sommet-là, Joseph Kabila pouvait ne pas être là, mais même, je ne parle pas du Premier ministre, je ne parle même pas de notre ministre des Affaires étrangères ici, mais même notre ambassadeur accrédité dans ce pays d'organisation pouvait avoir le mandat du président de la République et représenter valablement. Là, nous sommes en relation internationale, la République démocratique du Congo. Alors, à moins que l'on me fasse comprendre sur ce plateau de télévision qu'un État ne peut être représenté à un sommet comme celui-là que par son président de la République. Ça, c'est de deux. Et de trois. Lorsque on me fait croire que si Kabila est allé là-bas, c'est pour ses intérêts, parce que à tel autre sommet, il n'était pas allé là-bas. C'est pour solliciter l'appui de ses pairs africains. Non, ça, par rapport à l'Union européenne. Ça relève de la prophétie. Ça relève de la prophétie. Moi, je sais que ce sommet-là avait un thème. Et c'est pour ça qu'il est allé là-bas. Je pense même, sans être prophète, que si Kabila ne s'y rendait pas, les mêmes qui viennent dire non, il est allé pour avoir ses propres intérêts, auraient dit, mais il est incapable, il se reconnaît illégitime, voilà pourquoi il a eu peur d'aller rencontrer les présidents qui sont légitimes là-bas. Non. Il faut admettre que s'il est allé là-bas, c'est pour avoir le soutien de ses compères africains. Mais est-ce que c'est interdit où? En quel terme de relations internationales? Ça prouve tout simplement que Kabila est allé là pour les intérêts de la République, mais il ne lui est pas empêché de causer avec ses collègues présidents des républiques à gauche et à droite, parce que c'est de cela que les relations internationales sont faites. J'ai aimé que l'on ait dit il est allé parce qu'il y a ses amis dictateurs comme lui qui n'ont pas organisé les élections, qui cherchent le troisième mandat. Comme si dans l'UA, il n'y a que ceux qui cherchent le troisième mandat. Il y en a aussi comme les Tanzaniens qui n'ont pas cherché le troisième mandat. Donc il est allé là-bas pour avoir tous ses compères de l'Union africaine. Et lui, il n'a jamais cherché le troisième mandat dans la mesure où il n'a jamais dit à quiconque qu'il a besoin d'un troisième mandat. Il attend. Et nous, avec lui, la CENI organisait les élections jeudi. Louis-France, c'est qui ça? Un mot ajouté? Voilà, avant de placer un petit mot, je voudrais très clairement indiquer ici que la ronde ou la série de crucifixions continuait, parce que nous, en tant que crucifixion, je m'assume, nous, en tant que journalistes du peuple, journalistes de la vérité, nous avions le grand devoir de pourchasser tout le chantre de la louange exagérée du kabylisme, de manière à crucifier un à un jusqu'à les exterminer comme race de vermine. Et là, attention là. Et là, non, là c'est mon grand frère qui est parlé. Je m'assume, je sais. Mon grand frère est épargné parce qu'aujourd'hui, nous sommes entre confrères là. La série continue parce qu'il n'était pas le premier, c'est pas la première émission. La ronde continue, je l'ai très clairement indiqué, mais il est mal tombé qu'il était question de mon très cher aîné, à qui j'avais beaucoup de respect et d'estime, donc il est épargné. Aujourd'hui, il n'y a pas question de crucifier parce que celui qui devrait être crucifié n'est pas venu, donc celui qui est là ne pourra pas être victime.
pour des raisons qu'il connaît mieux que moi. J'ai entendu ici certains déphasages de la part de mes co-débatteurs. D'abord, dans un premier temps, je voudrais recadrer un fait. On dit, on est allé laver l'image de la République démocratique du Congo à l'étranger. Écoutez, l'image d'un État commence à se laver d'abord au niveau interne. Quand l'image au niveau interne est ternie et qu'elle n'a pas été soignée, et qu'on veut la soigner au niveau de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la turpitude. C'est ce qu'on appelle l'antipode. Un journaliste doit se réserver pour affirmer de tels faits au risque de s'exposer à la rusée publique. J'ai encore entendu ici dire, confondre, et surtout là quand ça sortait de la bouche d'un juriste de surcroît de son État qui mérite un respect dans un plateau de télévision, qui confond entre le vœu et un discours. C'est grave, chers confrères, c'est gravissime. Le chef de l'État n'a pas fait un discours comme prévu. Le chef de l'État a fait un vœu au peuple congolais et un vœu lu par un attaché de presse, ce n'est pas un chargé de communication de la présidence de la République. C'est grave dans un État démocratique. Et j'ai entendu dans certains plateaux de télévision dire que c'était question parce que ces discours n'étaient pas constitutionnels. Il y a des impératifs démocratiques. Il y a des exigences dans un État démocratique qui ne s'inscrivent pas à la Constitution, mais qui demeurent un impératif qui mérite d'être fait de manière exclusive. Parlons maintenant de sa présence à l'île. Alors, de la présence, vous avez vous-même les images, vous avez toutes les informations comme journaliste, ce n'est pas à moi de commenter sur ces faits, mais je voudrais aussi mentionner un élément avant de passer. Le chef de l'État dit à la veille du 30 juin, le porte-parole, tout le monde passe et dit le chef de l'État était malade. Et cette maladie n'a pas été justifiée. Et du coup, le chef de l'État devrait se déplacer de Kinshasa pour Addis Abeba, où il devrait représenter la République démocratique du Congo. C'était du sabotage au peuple congolais. C'était une défiance au peuple congolais. C'était un non-respect et dans un État démocratique. Malade, il a le droit dans un État, j'en reviens. Dans un État démocratique, c'est ce qu'on appelle surtout qu'il y a des épidémies de grippe. Il avait perdu sa voix. Moi-même, je suis grippé. Comment allait-il s'adresser à la nation? Attendez, moi-même, je suis grippé. Mais quand je suis devant les impératifs, avant de tenir la parole, je m'excuse du moment où les aléas peuvent survenir. Je m'excuse du moment où le raté peuvent intervenir. Et il s'est excusé à travers ce communiqué. Ça, c'était un vœu, ce n'est pas un communiqué, il ne faut pas confondre. Ce sont des actes administratifs. On a expliqué pourquoi il n'était pas devant... Qui a justifié? Son cabinet. Voilà, un cabinet de chef d'État qui justifie l'absence d'un chef de l'État. Qui devait le faire? Attendez. Vous savez, je vous le dis clairement. Vous savez, le chef de l'État, quand il devrait se prononcer, quand il devrait dire un discours, quand il devrait prononcer un discours, et qu'il est tombé malade, hein? Du moment où il se sent guéri, je l'ai dit, là je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas dans la Constitution, je suis dans la logique du respect des prescrits et des impératifs démocratiques. Ce n'est pas constitutionnel. Vous revenez, vous dites voilà, le chef de l'État s'est rétabli et voilà, il devrait se déplacer de la RDC vers Addis Abeba pour aller répondre à une autre exigence si importante. Mais quand on quitte comme ça, on y va comme si de rien n'était, on a violé le principe sacro-saint de rédévabilité. C'est grave. Je passe. Je ferme la parenthèse. Concluez. Il est allé, voyez, ça, c'est les syndicats des présidents qui jouent dans la politique de transgression. En sciences politiques, la transgression, c'est la politique de violation des textes. Dites-moi un seul chef d'État qui est là, qui était là, qui a respecté ne fût-ce qu'un seul texte de son État. Alors, la réunion de tous les violeurs... Le Tanzanien, qui vient d'être réélu. Attendez, il est réélu. Vous l'aviez très bien dit, il est réélu, mais entrez dans les fonds je vais dire ici, je vais mettre tout le monde en défi, qu'on me dise les contenus de ces élections. C'était grave encore. Vous voulez que je vous dévoile les vérités? On n'a pas le temps, revenons à... Voilà, je ne voudrais pas, je vous épargne des détails. C'est pour dire, j'avais évoqué ici un principe sacro-saint qui régit un État démocratique qui disait,
que la quintessence et l'opulence de tout système démocratique est fondée sur le respect strict des textes. Donc, le fait pour les chefs de l'État qui ont violé, qui se sont éternisés au pouvoir, qui ont créé des monarchies, qui ont créé des dictatures dans leurs États, de ce sommet. dans leurs États, ils ne ressortiraient rien de cette réunion parce qu'ils veulent prendre l'exemple des États-Unis. D'abord, quand on veut copier les États-Unis, il ne faut pas copier sur le plan des fonds, il faut copier aussi la forme. Les États-Unis se sont réunis pourquoi? Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, les États-Unis se réunissent et continuent à se réunir parce qu'il y a respect des principes. Toute plateforme, toute structure, toute unité a droit aux principes et ces principes sont censés être respectés des tenants aux aboutissants. Et quand vous voyez les conspirateurs, le cabalus de leurs États, se réunir à un État aussi dictateur que les autres, commencer à dicter des choses et dans le seul but de s'interférer, dans le seul but de s'interposer à l'intervention de la communauté internationale, ce que j'appelle l'horizon des régulateurs des droits. Le régulateur des droits qui vient en aide au peuple qui souffre en Afrique. C'est le seul peuple qui vit encore la dictature et la colonisation à outrance. Donc, je dis ici, sans crainte d'être contredit, aux journalistes qui sont mieux informés que moi, que c'était une conspiration à Addis Abeba, il ne sortirait rien alors que c'était une bande de violateurs, de transgresseurs de textes de leur République. Merci Louis-France. Nous allons tout de suite passer au deuxième sujet de notre émission. Il s'agit de la mise en place du CNSA. Une réunion a donc été convoquée hier par les deux présidents des deux chambres du Parlement, une réunion avec les candidats délégués au CNSA. On a noté tout de même l'absence du président du Sénat, Kengo Wadondo, pour raison de santé, mais également l'absence de Vital Kamerhe, qui était pourtant candidat président de cet organe. Freddy Mwamba, comment avez-vous jugé cette réunion? Oui, avant de commencer à juger cette réunion, j'aimerais aussi quand même essayer de faire une mise au point par rapport à ce qui s'est passé à Addis Abeba et revenir sur ce que Louis-France venait de dire. Je veux bien, je suis en train d'apprécier la fougue de Louis-France. C'est aux téléspectateurs en fait de voir si tel ou tel autre intervenant dans cette émission est en train de détricoter les arguments avancés par l'autre. Je pense que c'est ça. On ne peut pas se mettre à crucifier les gens ici, non. La crucifixion, je pense qu'il n'y a pas de crucifixion qui vaille lorsqu'on le dit. Il n'y a pas de crucifixion qui vaille lorsqu'on le dit. C'est aux téléspectateurs de juger sur base de l'intervention de chacun et de savoir qui a été crucifié et qui d'autre n'a pas été crucifié. Je pense que les débats de fond par rapport à Addis Abeba, les débats des fonds ne doivent pas être axés sur le fait que tel chef d'État, est-ce qu'il a réussi à faire ceci dans son État avant d'aller à l'Union africaine. Je pense qu'on ne peut pas avoir des choses de cette manière-là. Vous l'avez donné l'exemple du président tanzanien. C'est quand même un modèle de la démocratie. Ce n'est pas pour autant qu'on va considérer que tous les chefs d'État qui se sont présentés là-bas à ce sommet de l'Union africaine sont à mettre dans prendre l'exemple de la République démocratique du Congo. Sont à mettre dans le même sac. Il y a des choses, qu'il faut réformer, bien sûr, au niveau de l'Union européenne. Et pour que ces réformes-là tiennent la route, il faudrait que les gens, pour que ces réformes-là soient enclenchées, il faut que les chefs d'État se réunissent et réfléchissent. S'ils ne partent pas, mais qui vont aller réfléchir sur les destins, sur l'avenir du continent. L'avenir du continent. On peut tout dire, on peut faire des débats et dire voilà, tel n'a pas mérité d'être là, tel n'a pas mérité d'être là. Mais qui a mérité d'être là? Parce qu'il faut qu'ils se réunissent. Et l'organisation existe. Ça fait des lustres que cette organisation existe et ça n'a pas commencé avec les chefs d'État qui sont là actuellement. Et donc, moi, je pense que c'est sur le vrai débat, c'est sur les thèmes, bien sûr, l'efficacité, en fait, des mesures qui sont prises au niveau de l'Union africaine pour qu'on ne dise pas que c'est des mesures cosmétiques. Il faut qu'il y ait un suivi, qu'on sache que ces mesures ont été appliquées, l'application des mesures qui sont prises, parce qu'il y a des bonnes mesures qui sont prises aussi au niveau de, lorsqu'on parle par exemple de l'autonomie même de cette institution. C'est une bonne chose. Il faut que les chefs de l'État soient autonomes, ils ne doivent pas inféoder.
ils ne doivent pas être inféodés ou phagocytés par les autres organisations internationales comme l'Union européenne et les autres. Revenons au Moi, je pense que CNSA, c'est quand même une démarche qui est infondée. Et j'aimerais revenir sur ce qu'Harold a dit. Je pense que nous sommes des journalistes. Il y a la sémiologie qui compte aussi. Tout est communication, comme on dit. Je pense que je ne sais pas moi qui ai inventé cette phrase. Tout est communication. Le fait que le chef de l'État ne puisse... d'ordinaire, on sait que le chef de l'État fait un message à la nation. On le voit, il parle. Ça, c'est d'ordinaire. Mais particulièrement, un peu exceptionnellement, on a constaté qu'il a utilisé un autre moyen pour pouvoir s'exprimer. Tout est communication, mais ça a quand même intéressé les journalistes. C'est normal que ça intéresse les journalistes, parce qu'on est sorti un peu de l'ordinaire, ce n'est pas comme ça s'est passé. Et compte tenu de la situation que traversent les pays actuellement, on aurait voulu le voir aussi passer pour essayer de galvaniser les populations, hein, de rassurer l'opinion avec la problématique qui est trop sensible, qui intéresse la population, celle de l'organisation de l'organisation des élections. Pour en revenir à la mise en application de l'accord de la CENTO en application par l'installation du CNSA. Il se pose un problème. Moi, je pense que les CNSA ne doivent pas être mis en place cavalièrement. Il ne doit pas être mis en place cavalièrement. C'est-à-dire, quand je parle de cavalièrement, c'est par rapport au fait qu'il n'y a pas encore eu la loi organique qui devra mettre en place les CNSA. Cette loi organique sur fond de l'article 222 de la Constitution, dans son alinéa 3, qui prévoit en fait la création d'autres institutions d'appui à la démocratie. Vous comprenez? Donc, il faudra que cette matrice, ces creusets juridiques soient là, pour donner un peu la force, parce que Aubin Minakou, qui s'exprimait hier, a essayé d'insister sur le fait qu'on devait mettre en place, rédiger un règlement d'ordre intérieur pour commencer déjà. Donc ça veut dire que ça va commencer, la structure va commencer à fonctionner avant que cette loi, alors que on devait d'abord avoir aussi cette loi. Oui, parce qu'il faudra que ça puisse avoir une personnalité juridique hein, à la fin, même si dans l'accord, les choses sont, même si ça a été prévu comme ça dans l'accord. Et j'aimerais encore, par rapport à cette rencontre, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas eu certains bons de l'opposition. Il y a eu certains bons de l'opposition qui étaient absents, notamment Vital Kamere et les autres, et surtout d'autres membres qui ont signateurs de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment l'UDPS Limité, qui ne s'est pas pointé. Nous avons constaté tout simplement la présence du MLC et du rassemblement El Chibala. Alors que lui-même, dans ses propos, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur le fait que les CNSA étaient une structure importante pour qu'on puisse avoir un calendrier électoral consensuel dans notre pays. Encore là, moi je me dis que c'est d'abord un rôle qui est a posteriori, c'est un rôle qui devra être a priori, parce que a priori, les CNSA, son rôle c'est de faire l'évaluation chaque 2 mois de l'évolution du processus électoral, et non chercher à avoir, ça c'est dans l'exception, lorsqu'on se trouve dans l'exception. Le principe c'est organiser les élections au mois de décembre. Mais au cas où ces élections ne sont... Et puis nous sommes vraiment des experts dans notre pays, au cas où. Nous sommes toujours dans les extrêmes. Dans les extrêmes, c'est-à-dire parce que ça ne sera pas organisé. Et pourtant, on peut aussi sensibiliser la CENI pour qu'il y ait un calendrier contraignant pour éviter qu'il y ait des remue-ménages au mois de décembre. La CENI peut mettre en place un calendrier contraignant et être dans les délais, plutôt que d'être toujours dans la prorogation, au cas où on n'organisait pas, au cas où. Vous voyez que ça heurte certaines sensibilités. Comment avez-vous apprécié Oui, je vais revenir. Je suis dans mes minutes, je vais revenir sur les CNSA, mais il y a eu quand même des choses qui ont été dites qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il faut que j'y revienne, hein, parce que j'ai entendu ici les présidents. Moi, j'ai fait les sciences de communication. En tout cas, si on peut analyser Joseph Kabila du point de vue communicationnel depuis qu'il est au pouvoir, on va dire qu'il ne communique pas du tout. Ah, il attend les événements comme les 30 juin. Il ne communique pas du tout parce que, vous savez, en France, si je peux vous rappeler l'affaire d'Ingrid Betancourt, par exemple, en France, même quand un citoyen français est en danger quelque part, c'est l'affaire du chef de l'État. Le chef de l'État part et mobilise la nation pour sauver un seul Français qui est en danger. Vous avez vu des Congolais tués à Brazzaville, maltraités. Vous avez vu le président de la République prendre la parole? Il n'a jamais pris la parole. Le président Kabila ne communique pas avec son peuple. Quand il le fallait. Le président Kabila ne communique pas avec son peuple.
Vous voyez ce que fait Hollande, ce que fait comment dirais-je, Donald Trump, même ce que faisait Obama. Régulièrement, chaque semaine, le président doit rendre compte. Ce n'est pas parce que c'est constitutionnel, mais il doit parler avec son peuple, expliquer le peuple sur les grands événements qui se passent dans son pays. Ici, nous constatons que les chefs de l'État ne communiquent pas. Et quand on parle du 30 juin, je ne sais pas, c'est très grave. Imaginez que nous sommes le 14 juillet. Pour paraphraser le professeur Eliki Mbokala, ne touche pas mon 30 juin. Supposez qu'en France, nous sommes le 14 juillet, et que Macron ne parle pas. Vous voyez la gravité de la situation. Est-ce qu'on sait mesurer ce que ça signifie la fête de l'indépendance? Revenons au CNSA, on a non, c'est très grave. Non, je vais y arriver. Quand j'ai parlé de Copenhague ici, c'est honteux ce qui s'est passé. Quand j'ai dit que ce sommet était d'un grand âgé, où les chefs de l'État devaient être là, parce qu'on a vu dans le monde Lula, les Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, vous imaginez par exemple sur France 24, on monte la forêt du Congo-Brazza, pas de notre pays ici. Alors que nous avons la plus grande réserve forestière. À la place d'amener, que les chefs de l'État aillent là-bas, on a amené des Ngoulous. C'était même une honte pour la République, il doit savoir ça. Après les sommets de Copenhague, tous les experts que le ministre de l'Environnement a amenés là-bas ont fui. On a amené des Ngoulous, c'est très grave. Alors là, je voudrais un peu recadrer parce que j'ai comme l'impression, je suis plus en face d'un porte-parole d'un parti politique que d'un journaliste. Je reviens au CNSS. À ce qui concerne les CNSA, j'étais là comme journaliste. Mais pour analyser ce qui se passe au CNSA, c'est vraiment pour moi une vaste comédie, une pièce de théâtre que la majorité au pouvoir est tentée de nous offrir, un spectacle gratuit, parce que le dépositaire de cet accord, je cite la SENCO, a déjà déclaré que cet accord a été déjà liquidé. C'est pourquoi on nous appelle à nous élever, à nous mettre debout pour que nous obtenions les élections cette année. Donc pour nous, les CNSA là, c'est vraiment, vous savez, quand l'accord est vidé de toute sa substance, pour le moment, les peuples congolais devaient se mobiliser pour obtenir les élections. Ça veut dire que nous sommes plus près, nous, les Congolais, moi je l'ai dit, pas tout le monde, mais des Congolais qui pensent qu'il faut sauvegarder les valeurs de la République, l'alternance démocratique, les élections qui sont notre droit, d'obtenir ces élections-là en décembre 2017. Moi j'ai été à la CENI, on peut obtenir les élections présidentielles en décembre 2017. Avec où ça, c'est CNSA là où il y aura Eolenganko et Fidel Babal, des opposants qui se sont fait vendre au régime. Hein? C'est avec eux qu'ils vont évoluer. Bon, je remercie quand même le président Kamer de revenir à la raison, de constater qu'il était entré dans une entreprise qui n'allait pas donner de fruits. Il a été roulé lui-même, et hier il n'était pas là. Je suis étonné qu'ils disent qu'ils n'acceptent pas Kengwe Minako, alors qu'il a signé l'arrangement particulier en présence de Kengwe Minako. Il attend sans doute la loi. C'est revirement là de Vital Kamerhe m'étonne. Parce que moi, j'ai lu sa lettre qu'il a écrite, je suis journaliste, j'ai lu sa lettre qu'il a écrite au président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il dit que Kengwe Minako n'ont pas le droit de convoquer une réunion pour la mise en place du CNSA. Est-ce que Kengwe Minako avait le droit pour faire signer l'arrangement particulier? Sur quelle disposition de l'accord où l'arrangement particulier devait être signé par les présidents des deux chambres illégitimes, qui sont déjà fait mandat, qui n'ont aucune légitimité, qui eux tous trouvent leur légitimité au nom de l'accord. Minako, le peuple l'a élu pour 5 ans. Son mandat est déjà fini. Kengwe est là pendant plus de 10 ans. Son mandat est déjà fini. Et c'est eux maintenant que nous devons revenir pour mettre en place des CNSA pour signer l'arrangement particulier. Ça, c'est de la cacophonie totale. Mais il a quand même signé l'arrangement particulier sous les auspices des présidents. C'est ça ce qui m'étonne, le président Kamerhe, ça m'étonne quand même. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Comme il est revenu, il comprend qu'il faut être à côté du peuple. Que demande le peuple? Les élections, c'est notre droit. Les gens ont géré. C'est un problème de redevabilité, messieurs. Il faut qu'il y ait des élections. Alors, Harold Badibanga, par rapport à cette installation du CNSA, ne sommes-nous pas là en train d'assister à une sorte d'atterrissage forcé ou atterrissage en catastrophe? Je vais me livrer au même exercice que mes précédents pour placer deux ou trois petits mots par rapport au sujet précédent. Non, écoutez, moi je suis scientifique, je suis sérieux avec moi-même et je ne blague pas avec les termes. Je veux bien que ceux qui sont censés me dire que ceci n'est pas cela, parce qu'eux au moins ont fait la communication que moi je n'ai pas faite à l'université, qui s'embourbent au nom du sensationnel, au nom de ce que j'appelle depuis la nuit des temps le matuveux. Je persiste et je signe, science à l'appui, que sans revenir à ce que Freddy a dit, tout est communication en philosophie du langage, tout est langage, il faut voir le fond de la question. Le chef d'État s'est adressé au peuple, oui ou non? Oui, je me limite là. Quelle que soit la forme, sur le plan de la politique, chacun peut maintenant tirer le drap de son côté. Non, j'aurais voulu qu'il parle comme d'hab, non, j'aurais voulu ça.
je ne vois pas trop entrer dedans. Ça, c'est un de deux. Moi, je suis désolé. En relation internationale, j'évoque le principe de la représentativité d'un État. Il n'est pas dit qu'il n'y a que le chef d'État qui doit y être. Oui, vous l'aviez déjà dit. Là. Oui, oui. Non, c'est parce que malgré le fait que je l'ai dit, il y a des gens qui scientifiquement savent que c'est vrai, mais s'obstinent à ne pas l'accepter, alors qu'il s'agit de principes sacro-saints scientifiques, auxquels même les aveugles doivent indubitablement s'incliner. Et de trois, j'ai entendu un colibé. J'ai l'impression que je suis face à un porte-parole d'un parti politique. Pour ceux qui ne le savent pas, Harold Badibanga est porte-parole du Congrès national congolais. Si on ne veut pas l'affronter par rapport au fond, aux arguments, qu'on fouille l'émission comme les autres ont fouillé. Mais vous êtes ici en tant que journaliste indépendant. Moi, je vais vous affronter à vous indépendant, et je ne m'en cache pas de ma casquette de porte-parole de mon parti. Ça doit être dit clairement. Il y en a eu qui passaient dans cette émission, qui ont eu horreur de mes arguments, ils ont fui, et libre à eux. Donc, il est authentique. Ne parlons pas des absents. C'est mon temps de parole. Répondez à ma question. Quand les autres ont parlé, je n'ai pas parlé. C'est mon temps de parole. Donc, je ne veux pas revenir sur d'autres histoires que j'ai entendues ici. Il y en a eu un peu trop. Mais j'ai l'impression que vous avez apporté un kamikaze aujourd'hui qui veut éliminer les gens. Bon. Ça n'engage que vous. Par rapport à la mise sur pied du CNSA, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que lorsqu'il s'est agi de la nomination du Premier ministre, Joseph Kabila, président de la République, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'on l'appelle président de la République, illégitimité qu'on sort, mais constitutionnellement, il doit continuer à travailler jusqu'à ce que la CENI nous permette d'élire un autre président de la République. S'il vous plaît. Laisse parler Harold. Même 20 ans, si vous le voulez. C'est quand vous avez des revendications par rapport au processus électoral, allez poser la question à la CENI. Alors, lorsque Joseph Kabila appelle, ça c'est un cas de jurisprudence, appelle des ministrables qui se sont bombés les torses et la poitrine, je dois être Premier ministre, je dois être Premier ministre. Mon frère Félix Tshilombo, pour ne pas parler de lui, il a refusé d'aller répondre à l'invitation de celui de qui il attendait la nomination. Conséquence, on ne reconnaît pas celui qui a été nommé et tout ça. C'est bien bon. C'est dans le comportement jurisprudentiel de l'opposition. Aujourd'hui, on n'a pas convoqué Olengankoy. On n'a pas convoqué Vital Kamerhe. On n'a pas convoqué Félix Tshilombo. On n'a pas convoqué Harold Badibanga. On a convoqué quiconque pense qu'il peut être président du CNSA. Les citoyens sont allés parce qu'ils savent que pour être président du CNSA, il faut répondre à cette invitation-là. Ils sont allés. Il y en a qui ne sont pas allés pour leur conviction politique personnelle, peut-être dictée par le syndicat de Kolo, Katumbi et consorts. Mais là, il faut, j'ai bien entendu et suivi et aimé le principe évoqué de la redevabilité. Mais la redevabilité ne doit pas faire la honte dans la mesure où ceux qui ne sont pas allés, ceux qui n'y vont pas, connaissant bien le modus operandi de la désignation, ne doivent pas réclamer ce poste après. Sinon, c'est de la malignité servile. C'est par exemple, lorsqu'on invite les gens qui doivent défendre leur thèse pour devenir tel ou tel, vous n'y allez pas, vous pensez que vous pouvez rester à la maison avec vos femmes et vos enfants. Mais le lendemain, quand on nomme... mais dites-moi, peut-on installer les membres du CNSA avant la loi organique au niveau du Parlement? En principe, non. Mais lorsqu'on ne peut pas les installer avant, prohibition est faite dans quelle loi et dans quel article de convoquer ne fût-ce que les candidats. Les entendre échanger avec eux par rapport à ce que nous avons en esprit comme mode de fonctionnement de cet organe. Alors, il ne faut pas que ceux qui prétendent être proches du peuple
fasse le lit de la vendetta en disant non, non, moi, je n'y vais pas parce que tel est illégitime, tel est illégitime. Mais au même moment, vous réclamez être président du CNSA pour travailler avec qui? Avec ceux qui sont illégitimes. Je respecterai ceux qui se sont déclarés candidats au poste de CNSA sans y aller hier, si et seulement si, a posteriori, ils ne réclameront plus rien en ce terme-là. C'est aussi ça, être véritablement homme d'État. J'ai toujours dit, et je finis par là, lorsqu'on aborde les questions de la République, on doit les aborder avec âme d'État et non avec état d'âme. Parce que je me rends compte que depuis un temps, les uns et les autres, c'est de l'épiderme, c'est vraiment des états d'âme. On fait tout pour plaire à qui que ce soit, alors que l'on sait, en âme et conscience, que ce qui se passe n'a rien à voir. Permets-moi dans 30 secondes d'aborder la question relative au processus électoral, tel que dit par l'accord. L'inquiétude de Freddy est fondée au cas où... On va en venir avec le communiqué lois, mon cher ami. Maman Sidiko. Mais je fais partie, moi, Harold Badibanga, des 15 délégués de la majorité présidentielle auprès de la CENI. Il y en a 15 pour l'opposition, il y en a 15 pour la majorité présidentielle. Ce sont les experts de l'OIF et je note en passant que beaucoup de ceux qui sont sur ce plateau étaient dans la salle comme journalistes. Ils savent pertinemment bien, Adelin, que les experts de l'OIF avaient dit qu'au regard des réalités qui sont les vôtres avec votre fichier électoral, nous ne pouvons pas aller aux élections avant avril 2018. Mais comme il y a soif de pouvoir, on se réunit auprès des pères évêques, on marche sur les principes d'ordre technique. Voilà l'incise au cas où. Malheureusement, ceux qui avaient signé ces accords-là n'acceptent plus au cas où. Et c'est la vendetta, c'est la politique de la casse brûlée. Bien, merci beaucoup. Je veux placer un petit mot sur le sujet précédent. Vous voyez, les gens qui sont venus, rapidement, oui, les gens qui sont venus et qui ont réduit la gestion de Joseph Kabila dans un système démocratique avec un bilan quasiment négatif. Je le démontre. Quand on vient, on dit quel est le pays africain qui a respecté le prescrit, le texte de son État parmi les États représentés à Addis Abeba. On cite un autre État africain. On laisse la RDC, dont Joseph Kabila est élu démocratiquement. Voilà cet opprobre qui traverse notre pays. Je voulais dire ici à nos téléspectateurs qui nous suivent que les gens ont ignoré et ont compris, ont avoué sur ces plateaux de télévision que le mandat du régime en place était négatif. On a cité un autre État outre que la RDC. C'était un petit mot qui méritait d'être placé. Pour répondre à votre question du CNSA, vous savez, l'insécurité généralisée, la débâcle et la déconfiture de toutes les institutions qui traversent notre pays aujourd'hui était prévisible dans le seul but de s'éterniser au pouvoir, dans le seul but de placer une monarchie, de placer une dictature à outrance dans un État démocratique. Je le démontre. Nous sommes arrivés à 2016, au-delà de 2006 et 2011, où Joseph Kabila était candidat. Je ne reviens pas, je place un mot, c'est mon temps, permettez-moi. 2006-2011, librement, Joseph Kabila a organisé les élections sachant qu'il était candidat. On arrive à 2016, il a tergiversé, il n'a pas organisé les élections parce qu'il n'était pas candidat, il était arrivé à la fin de son mandat. On a appelé l'accord politique, on a appelé le dialogue qui est le mode de règlement des divergences politiques et sociales. Ce dialogue est venu, en fait, je parle de l'accord, directement j'attaque l'accord. L'accord est venu résoudre quoi? L'accord est venu avec 3 missions spécifiques. La première mission, c'était celle de résoudre les problèmes d'illégitimité du second et dernier mandat du président de la République. La deuxième mission, c'était de régler l'illégitimité et l'inconstitutionnalité dans la gestion du mandat du président de la République arrivé fin mandat. Il est venu le temps que les acteurs politiques se sont réunis pour trouver, pour équilibrer la gestion de l'État. Il ressort de ces accords, il ressort de ces dialogues un accord. Alors, au sein de cet accord, il y avait 3 institutions issues spécifiquement mentionnées. La première institution, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est ce qu'on a appelé le gouvernement de l'Union nationale.
La deuxième institution, pardon, c'est les CNSA. Les conseils nationaux de surveiller la mise en application. C'est chargé de surveiller l'application stricte de l'accord politique. Mais le gouvernement a pour mission d'organiser les élections en décembre 2017. La première institution a été mise en place 6 mois avant la seconde. Or, je dis ici aux juristes, un juriste qui est sur ces plateaux qui sait que l'application d'un accord et l'application d'un texte juridique est d'abord textuelle, est contextuelle et circonstancielle. Et la circonstance qui a fait appel à cet accord politique exigeait que nous ayons les élections en décembre 2017 au-delà de ce que la Constitution de la République a prévu. Mais je comprends ici qu'on a mis le gouvernement en place à cause de la gourmandise et de l'intempérance politique. Avec beaucoup de retard d'ailleurs, parce que la classe politique n'arrivait pas à cause de la gourmandise et de l'intempérance politique, on met le gouvernement en place et pour les CNSA, on commence à tergiverser. Aujourd'hui, que pensez-vous de la réunion d'hier? C'est ce que j'ai dit. Je suis en train d'en finir parce que j'étais en train de réfléchir le mémoire de nos téléspectateurs. Il fallait mettre en place les CNSA. Mais les CNSA qui devaient commencer, qui avaient pour mission de surveiller l'application de l'accord, mise en place pendant que l'accord lui-même a été déjà mis en place. Vous voyez cette contradiction des jeux. Est-ce que l'accord a été encore respecté parce qu'on nous avait dévoilé dans les arrangements particuliers qu'il y avait certains textes qui ont été révisés? Faute de quoi? Parce qu'il n'y avait pas CNSA. On n'a pas mis en place CNSA. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'on ne peut pas mettre en place une institution qui devrait surveiller l'application de cet accord. Il avait d'abord fallu mettre ça de côté et torpiller, en faire revenir. C'est ce qui est fait. Les CNSA, aujourd'hui, nous ne pouvons pas en tant que journalistes en faire un débat parce que la Constitution de la République, la loi des lois, la matrice des lois, avait consacré toute une disposition pour l'organisation des élections en RDC, chose qui n'a pas été faite. Les CNSA, je termine, je n'ai pas encore épuisé mes minutes. Donnez-moi 4 secondes, je termine. Rapidement. Alors que les CNSA qui est venu... On va conclure l'émission. Les CNSA et le gouvernement de l'Union nationale qui devraient organiser spécifiquement les élections. Donc, le président de la République passe dans un média étranger et dit « Moi, je n'ai jamais promis les élections en décembre 2017. » Est-ce que voyez-vous là... qui les organise, c'est la CENI. Est-ce que... Voilà. Voyez-vous là, les CNSA et ce gouvernement de l'Union nationale faire calmement son travail alors que le garant du bon fonctionnement des institutions, parmi lesquelles je cite la CENI, qui décline la responsabilité de certaines institutions, est-ce que vous croyez que le CNSA aura pour mission de surveiller l'accord? Donc aujourd'hui, que personne ne s'attende à la tenue des élections 2017 alors que le chef de l'État lui-même l'avait prédit. En parlant de l'accord, il y a un communiqué de Maman Sidikou qui insiste sur la publication par la CENI du calendrier et également l'application des mesures de décrispation. Il estime que ce n'est pas encore totalement appliqué et que cela fait traîner les choses. Freddy Mwamba, pensez-vous que le Maman Sidikou est dans son rôle d'imposer à la CENI la publication d'un calendrier? Rapidement, oui, une minute. Pour répondre à votre question, je vais répondre. Non, on n'a plus le temps. Répondez rapidement, on termine. C'est le dernier tour de table, je remercie d'abord les rétropédalages de Louis-France, parce qu'avant c'était par juxtaposition, un conglomérat d'aventuriers, des chefs d'État qui sont allés là-bas et tout ça là. Au moins il a évolué tout en reconnaissant qu'il y a aussi un autre État. Ça veut dire qu'un autre État, ça veut dire qu'il a évolué. Il a évolué. Vous m'avez parlé de quoi? On m'a cité un autre État en dehors de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que c'est pas quand même un conglomérat de chefs d'État qui se sont réunis pour aller raconter leur vie là-bas. Mais on l'a évoqué. Je pense que c'est pourquoi je me félicite de son intervention. Bon, nous passons à... Je ne comprends pas. Oui, moi je pense que la MONUSCO... Et la mise en application de l'accord. Moi je pense que la MONUSCO a donné... La MONUSCO ne peut pas imposer justement à la CENI, mais la MONUSCO a émis les vœux de voir les protagonistes de ce processus électoral respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous savez bien qu'il y avait une mission de bons offices qui a été confiée à Maman Sidikou. Je pense que c'est cette mission
des bons offices qui vient d'arriver à son terme, ayant déjà contacté tous les acteurs, toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques du pays. Je crois qu'ils ont abouti maintenant à cette conclusion. C'est là où je me dis, j'ai aussi une inquiétude par rapport à la mise en place du CNSA pour dire, est-ce que c'est un assez bon début pour mettre le pied à l'étrier? Est-ce que ça va bien démarrer? Est-ce que avec notamment ce que Harold venait de soulever ici, d'autres personnes, parce qu'il dit que c'est tous les citoyens qui étaient concernés, qui étaient invités. Mais tous les citoyens qui étaient concernés, qui sont invités, mais il y en a une qui ne se sont pas présentés. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter par rapport à l'absence des autres, parce qu'on parle de la détente? Parce qu'il faut détendre le climat politique. Eric Wemba, vous comprenez? Oui. Donc je pense que je suis en train de voir un peu des choses dans ce sens-là. La MONUSCO est-elle dans son rôle? La mission des bons offices à la fin et la MONUSCO s'est exprimée. Voilà. En tout cas, j'aimerais relever que tous les spécialistes en communication savent qu'au niveau de la présidence de la République, il y a déficit communicationnel. Il n'y a que des paroles des partis des plus matures. Revenons au communiqué de la MONUSCO. Non, parce que s'il y a un acte terroriste, c'est très grave. J'ai étudié dans mes minutes. S'il y a un acte terroriste en France, il n'y a plus de minutes. où il y a un seul Français qui est mort. C'est un dernier tour de table qu'on fait. Toute la France, toute la nation. Tu l'as déjà dit, Eric. Non, je répète, il y a eu des évasions, il y a eu des vous l'avez déjà dit. Qui sont morts, vous avez vu les chefs d'État. Il faut revenir parce qu'il y a tant d'exemples pour lui démontrer, parce qu'il ne connaît rien de la communication, comment est-ce qu'on communique mal au niveau de la communication. Un peu de modestie, Eric. Oui, mais parce que rien de la communication, toi tu connais quoi? S'il vous plaît, en communication? C'est quoi ça? Quel domaine? Argumenter sur le communiqué de la... Moi, j'en ai la qualification. Une contre-argumentation. La qualification journaliste. J'en ai la qualification. Oui, parce que même en parlant, vous savez que même quand il parle, je vais terminer. Non, quand il parle, non. Moi, je suis en train rapidement par rapport au communiqué de la MONUSCO. Par rapport à Maman Sidiko. Oui. Qu'il a, si ce sont des ordres à donner, qu'il les donne à son pays. Qu'il les donne à son pays. C'est le Niger. Ici, nous avons déjà un processus électoral qui est en cours, qui a commencé. Je pense que tous les amis de la République démocratique du Congo, tous les patriotes comme moi, doivent donner des encouragements. Le soutien à la CENI pour lui dire, comme vous avez commencé, allez-y. Mais pensez dans le terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la prophétie. Non, écoutez, le climat doit être ceci. Comme si c'est à Joseph Kabila de dormir et de faire appliquer l'accord sans passer par d'autres acteurs importants de cet accord. Donc, il faut que cet appel ne soit pas unidirectionnel. Il doit être pluridirectionnel parce que cet accord a été signé en présence des pères évêques par plusieurs acteurs de la politique et c'est très important. Un petit mot à terminer ici. Je voulais dire que quand Maman Sidiko a remarqué qu'il y avait violation des traditions républicaines, les traditions républicaines exigent... Moi, tu réponds directement à la question. Mais laissez-moi, vous m'avez posé la question. Allez-y. Les traditions républicaines ont exigé à ce qu'à chaque fin mandat du président public qui est organisation des élections, que les élections n'ont pas été organisées. Il avait fallu interpeller. Maman Sidiko est en train de faire la pression, l'interpellation à la classe, aux institutions de la République, soit à la CENI, soit aux autres institutions subsidiaires, pour que la tenue des élections en République démocratique du Congo soit effective et obligatoire. Et du moment où on voit les tergiversements, on voit les contours dans la tenue des élections, il relève du devoir de la communauté internationale, de toutes les autres instances internationales, d'interpeller la classe politique, de dire qu'on a transposé, on a torpillé, on a tamponné les têtes des Congolais. Il faudra revenir à la raison et organiser les élections en décembre. C'est là le devoir de Maman Sidiko ne se substitue pas aux institutions. Il interpelle en tant que communauté internationale ce qui s'est fait en interne de notre pays, que c'était grave et qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Voilà, c'est par ces sages mots de Louis-France Koussé-Kissa que nous allons conclure cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Jires Mabeka, Brandon Milalou et Ngala Mouloumé. Merci également à la réalisation, Freddy Chiyoyo. Bonne suite des programmes.